Bien, alors, bonjour, je vous redis bonjour, parce que je vous ai dit bonjour il y a 2 minutes. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous voir aussi nombreuses et aussi nombreux pour cette toute dernière ligne droite de notre 36e Forum Philo Le Monde Le Mans, consacré donc au thème Jamais sans mon ennemi. On a eu plein de beaux moments depuis vendredi matin, des moments de pensée, des moments d'émotion, de discussion, d'indignation aussi, de témoignages, aussi bien sur cette scène que dans la salle. Ça a beaucoup circulé, la parole a beaucoup circulé, les émotions aussi. Et bon, depuis quelques années, on a un peu pris cette habitude, pour varier un peu les formats, de conclure ce forum par une sorte de grand entretien dont l'idée est à la fois de discuter comme ça de façon générale, mais aussi de relancer tout un tas de questions, de questionnements, d'angoisses parfois, qui ont émergé au cours du forum avec un grand témoin qui vient en conclusion. Et donc je suis très heureux que le général Lecointre ait accepté notre invitation. Il a accepté d'ailleurs très vite, je dois dire, ça nous a tout de suite rassurés et rendus heureux. Voilà. Je voudrais vous présenter en quelques mots, quand même, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Et puis ensuite, effectivement, je reprendrai des questions qui se sont posées tout au long des 3 journées pour voir comment, si ça vous parle et comment vous réagissez. Alors, je voudrais dire que vous êtes né dans une famille où on est officier de père en fils ou de grand-père en petit-fils. Enfin, on peut aller très loin. Vous avez grandi au milieu des trophées de vos aïeux. Vous avez très tôt vous-même embrassé la carrière et la vocation militaire. Vous avez été élevé, je crois, vous avez reçu l'éducation des jésuites de Vannes, c'est pas si loin d'ici. Vous êtes ensuite rentré à Saint-Cyr. Vous avez ensuite vous êtes rentré vraiment dans le vif du sujet. Vous avez connu la plupart des théâtres d'opération que l'armée française a connus pendant votre itinéraire, donc la Somalie, le Rwanda, j'étais dans le désordre, la Yougoslavie, on y reviendra, puisque un de vos grands faits d'armes s'est passé à Sarajevo, on y reviendra pendant l'entretien. Vous en parlez d'ailleurs dans ce très beau livre que vous avez publié récemment chez Gallimard, qui s'appelle Entre deux guerres, hein, que j'ai lu et annoté de très près, et qui est un livre qui montre d'ailleurs à quel point vous êtes un peu la personne idéale pour conclure ce forum, parce que vous êtes un homme d'action, mais aussi un homme de réflexion. C'est pas seulement parce que vous écrivez un livre, mais dans ce livre, on voit bien que quand vous essayez de penser la question du commandement, du rapport aux subordonnés, la question du courage, la question de la camaraderie, la question aussi de la stratégie, etc. À chaque fois, spontanément, vous vous souvenez d'actions, mais aussi vous avez des références en tête, des références d'ailleurs parfois qu'on a déjà citées encore ce matin. Vous citez une philosophe comme Hannah Arendt, un écrivain comme André Malraux, un écrivain chrétien comme Georges Bernanos, qui a été cité ce matin même. Enfin voilà, les livres sont à l'horizon de votre travail et de votre présence active de militaires. Et d'ailleurs, vous avez créé une revue qui est très dans l'esprit du forum, qui est une revue célèbre pour ceux qui s'intéressent à ces questions, qui s'appelle Inflexion, et où il y a une sorte de dialogue comme ça entre la pensée de la guerre et les sciences humaines, entre les militaires et les universitaires. Ce qui fait qu'on est complètement dans l'esprit du forum, on essaie de montrer que la pensée ne s'arrête pas à la philosophie, que ça pense de partout, y compris dans des lieux, dans des espaces, parmi des êtres dont on pense pas que c'est leur principale vocation. Et donc, je voulais, dans les choses que je sais de vous, parce que vous le dites, je ne vais pas révéler de secrets incroyables, j'ai quasiment jamais eu de scoop dans ma pauvre carrière de journaliste, ça ne sera pas mon premier, mais vous dites que vous aimez cultiver votre jardin. Vous avez un jardin, je crois, dans le Béarn. Alors la question peut paraître un peu bébête et prosaïque, mais pas complètement, parce que pendant ce forum, à 2 reprises, il a été fait allusion à une scène emblématique, qui est la soutenance de thèse d'un ancien résistant et philosophe qui s'appelait Julien Freund, qui est le principal introducteur donc de Carl Schmitt, on l'a dit à plusieurs reprises au cours de ce forum, principal introducteur de Carl Schmitt en France, donc de cette pensée qui n'a pas arrêté de hanter, vraiment Carl Schmitt nous a ventriloqué, a hanté ce forum depuis les premières minutes. Et au cours de cette soutenance de thèse, qui est fameuse, Julian Freund expose sa thèse donc inspirée de Carl Schmitt dans l'idée qu'on ne peut pas penser la politique si on ne pense pas à la question de l'ennemi, que toute politique est structurée comme une espèce d'effet de cisaille comme ça par la distinction entre l'ami et l'ennemi. Et il y a là un philosophe plus ancien, hegelien, qui s'appelle Jean Hippolyte, qui était une grande figure de la philosophie française, et qui est pris de stupeur et qui dit à ce
à ce jeune thésard, mais si vous avez raison, je n'ai plus qu'à cultiver mon jardin. Et Julien Freund lui répond, non, si j'ai raison, ça veut dire que vous pouvez faire toutes les déclarations d'amitié que vous voulez à tout le monde, et notamment à vos ennemis. Les ennemis vous désignent comme tels, et il est fort probable qu'ils vous empêchent même de cultiver votre jardin. Est-ce que vous pensez, vous, François Lecointre, qu'un ennemi quelconque pourrait, dans les années à venir, être à même de vous empêcher de cultiver votre jardin dans le Béarn? Dans le Béarn, non. Bonjour à tous. D'abord, ça me fait infiniment plaisir d'être là et avec vous, monsieur. Vous savez, on est là pour parler de l'ennemi, mais j'ai suivi quelques-unes des conférences qui ont eu lieu dans les jours précédents, puisque j'ai regardé ça tout à l'heure en venant. Je ne sais pas si vous avez parlé de guerre civile, mais mon village, le village de Sauveterre de Béarn, il a quelque chose de très particulier. Il y a un monument aux morts magnifique au chevet de l'église, et au pied de ce monument, c'est simplement une sorte un obélisque, et au pied de cet obélisque, une femme en larmes dont on ne voit pas le visage, et il n'y a pas un seul nom sur le monument aux morts. C'est le seul que je connaisse comme ça. Et je me demandais pourquoi, et en fait, les noms des catholiques sont dans l'église catholique, et les noms des protestants sont dans le temple protestant, sur une liste. Parce que la conversion de force au protestantisme par Jeanne d'Albret au XVIIe siècle a créé de tels traumatismes dans la population de Sauveterre de Béarn que 350 ans après, quand il a fallu au lendemain de la guerre, de la terrible hécatombe de 14-18, rendent hommage à leurs morts, ils n'ont pas voulu que les noms de leurs enfants soient sur le même monument. Alors je pense que vous avez éventuellement et également parlé de ça, mais ça ouvre plein de questions sur l'ennemi, sur la façon dont on doit le traiter, dont on doit le considérer, et en particulier dont on doit respecter l'humanité autant que possible, et la façon dont on doit faire la guerre en essayant de faire en sorte que jamais ne soit rempli ou creuser des fossés qui seront ensuite remplis du sang de ses ennemis et qui créeront des dissensions définitives et des haines définitives. Vous évoquiez Sarajevo, ce qui est un peu qui nous a tous effrayés quand nous étions en ex-Yougoslavie, et je pense que c'est pas terminé. C'était ou alors le Rwanda dans lequel j'ai été engagé, des situations de guerre civile qui sont les pires qui soient. Donc je n'imagine pas que dès demain matin il y a un ennemi de l'extérieur qui vienne m'empêcher de cultiver mon jardin. Et je pense que dans mon village de Sauveterre, les gens, quoique encore marqués par cet épisode des guerres de religion, conserve une sagesse suffisante pour éviter de recommencer à se livrer à une guerre civile qui est la plus épouvantable des choses. Mais alors c'est intéressant, parce que vous dites, je n'imagine pas qu'un ennemi puisse venir, en tout cas extérieur, puisse venir m'empêcher de cultiver mon jardin, mais justement c'est une des choses qui a été dite beaucoup pendant ce forum, c'est que finalement les gens de l'armée française, et en plus généralement les Européens, pendant des décennies, n'ont pas du tout imaginé qu'un ennemi puisse encore exister. Il a beaucoup été dit que l'Europe s'est construite dans l'idée qu'on allait vers une pacification universelle. Vous-même, le titre de votre livre, Entre guerres, et vous le dites d'entrée, vous dites nous avons été élevés, formés par des officiers qui se préparaient à une guerre qui n'a pas eu lieu, et je rends l'uniforme au moment où la guerre revient. Donc finalement, effectivement, vous êtes témoin, vous êtes acteur aussi de toute cette période où le rêve a été de pouvoir ne plus avoir d'ennemis, qui apparemment se prolonge jusque dans le Béarn. Et la question est celle-là, est-ce que finalement vous avez l'impression qu'il y a eu une forme de naïveté? Ça a été beaucoup dit, Mélanie Rosselet, vous avez écouté son intervention, je crois, qui est à la fois diplomate et chercheuse, qui est spécialiste du nucléaire, a dit en fait pendant des années, dans le livre blanc, etc., il n'y avait plus du tout le mot ennemi. Tout a été euphémisé. Ce matin, Camille Grand, qui était secrétaire adjoint de l'OTAN, a dit mais non, dans tous les documents, on parlait d'adversaires, de concurrents, etc. Mais le mot ennemi, il fallait le bannir. Donc il y a eu une euphémisation générale, en tout cas du côté de l'Europe, pendant que d'autres se préparaient à désigner l'Europe comme un ennemi jusqu'à ce que la guerre, jusqu'à ce que l'Europe soit frappée d'abord par le terrorisme islamiste, et puis maintenant l'Europe soit à nouveau le théâtre d'une guerre de haute intensité. Est-ce que vous avez l'impression, quelque part, que ce rêve d'un ennemi qui ne peut pas troubler votre jardin du Béarn a pas semé une forme de naïveté? Pas la vôtre, hein, mais je veux dire collective,
en Europe et parmi les armées européennes? En fait, ce dont je peux vous parler ici, je pense que je suis le seul de vos invités de l'ensemble de ce forum, c'est de la différence entre la guerre ou l'absence de guerre et la réalité du combat. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, et au début de ce livre, je dis que je rends l'uniforme au moment où les Européens reprennent conscience de ce que la guerre est là. Ce qui m'a énormément frappé, c'est ce que certains de vos invités ont dit. C'est l'espèce de grande naïveté et d'arrogance d'ailleurs dans laquelle les Européens se sont complus pendant toutes ces années à vouloir ignorer la guerre, à vouloir considérer que la guerre était définitivement illégitime et obsolète, que c'était une forme de barbarie. Nous étions, nous Européens, désormais parfaitement exonérés, d'abord parce que nous avions l'intelligence de bâtir un modèle extraordinaire qui était fondé sur la recherche de la paix, et ensuite peut-être parce que nous considérions avoir atteint une sorte de sagesse et de niveau d'élaboration et de supériorité par rapport à toutes les autres civilisations qui nous faisaient comprendre que la guerre était la pire des choses. Et donc, nous ignorions la guerre. Nous la pensions non seulement comme rangée aux oubliettes de l'histoire, mais en plus parfaitement ignoble, illégitime et de toute façon vouée à disparaître quoi qu'il arrive. Les quelques guerres qui pouvaient éventuellement encore y avoir n'étant que d'ultime hockey de l'histoire. Et pendant ce déni de la guerre complet des Européens, encore une fois, je pense qu'il y avait une forme de naïveté, mais il y avait beaucoup d'arrogance. Et on pourra y revenir d'ailleurs, cette arrogance et cette naïveté qui ont ennemifié ou créé de l'ennemi, d'une certaine manière, parce que ça a conduit cette arrogance à nous désarmer complètement, et moralement et physiquement. Le paradoxe, c'est que pendant cette période où toute la société à laquelle j'appartiens et à laquelle ma famille appartient considérait que cette guerre était définitivement terminée, j'ai passé ma vie, vous l'avez dit, dans des opérations extérieures. J'étais pas le seul, tous mes camarades avec moi, où nous étions en permanence dans des pays en guerre, dans des pays qui subissaient la guerre, souvent des guerres civiles, mais par ailleurs qui étaient des guerres instrumentalisées par des puissances extérieures et qui étaient livrées au combat et à la nécessité du combat. Et donc, alors qu'il n'y avait plus d'ennemis, et vous l'avez dit, le vocabulaire même des revues stratégiques successives et des livres blancs avait évacué le terme d'ennemi. On parlait de menaces, mais dans le principe même des textes qui régissaient la dissuasion, il n'y avait pas d'ennemis désignés, il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Eh bien nous allions en permanence nous confronter à ce qu'il fallait bien considérer comme un ennemi, que nous affrontions plus ou moins durement, jusqu'au corps à corps parfois, mais on vivait dans ce paradoxe constant, encore une fois, du rejet de l'ennemi, du rejet de la guerre, et nous étions, nous, plongés dans cette guerre dont nous ne parvenions pas à témoigner parce que les gens ne voulaient pas l'entendre. Je cite souvent cette anecdote quand j'étais chef de corps de mon régiment à Vannes, qui est le régiment frère de celui qui est ici au Mans. Je suis parti avec mon régiment en Côte d'Ivoire. On a passé 5 mois et demi là-bas, dans une situation où on faisait à la fois de l'humanitaire, de l'interposition, du combat. Et quand je suis rentré, j'ai demandé à tous mes soldats, aux sous-officiers, officiers ou mes jeunes soldats, de proposer aux écoles et aux parents et aux professeurs ou aux maîtres et maîtresses de leurs élèves, de leurs enfants, d'aller témoigner de ce qu'ils avaient fait pendant 5 mois et demi. Nous avions même réalisé une exposition photo qui pouvait servir de support à ce témoignage. Pas un seul enseignant n'a accepté qu'un seul de mes soldats, dont ils enseignaient pourtant aux enfants, ne vienne témoigner de ce qu'ils avaient vécu. Donc c'était très très étonnant et assez frustrant pour nous. Et je pense d'ailleurs que ça a participé du désarmement, c'est-à-dire que ce refus de voir la guerre, ce refus de voir l'armée, ce refus de comprendre ce qu'elle faisait, d'ailleurs cette réduction de l'armée et sa transformation d'une armée chargée de faire la guerre, c'est-à-dire de s'engager dans une lutte existentielle pour la défense du pays, de ce qu'on est nous-mêmes, et de ne plus la considérer que comme un outil militaire en charge de gestion de crise ou d'opération de police internationale, a été un facteur de perte de conscience du monde qui nous entourait et de compréhension de ce que nous sommes nous-mêmes, qui a été absolument dramatique. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire pour revenir sur cela.
il m'arrive souvent d'essayer d'expliquer, alors ça nous éloigne de l'ennemi, mais quand même, en fait, nos sociétés et nos civilisations, elles naissent, c'est pas Carl Schmitt, mais elles naissent à partir d'une relation à la force, à l'exercice de la force et à la guerre. Et c'est Dumézil qui dit ça, qui étudie les sociétés indo-européennes et qui met en évidence l'idéologie tripartite de ces sociétés, de cette civilisation indo-européenne, et qui montre très bien la façon dont une civilisation naît, en tout cas celle-là, par spécialisation des fonctions au sein de la société. Et cette spécialisation des fonctions permet de distinguer 3 ordres qu'on va retrouver dans l'ordre médiéval: ceux qui prient, oratores, ceux qui font la guerre, bellatores, et ceux qui travaillent, laboratores. Et il explique qu'il ne peut y avoir en réalité un groupe qui se dédie entièrement à la production de richesses, à la production d'art, à la production de culture, que parce qu'il y a un groupe qui est dédié à la mise en œuvre de la force et qui va exonérer les autres de cette mise en œuvre de la force. Et il a cette formule saisissante qui est être civil, c'est être civilisé. C'est à partir du moment où je distingue le civil du militaire que je peux accéder à une forme de production, de civilisation. Et donc ça montre bien à quel point cette question de la force, du recours à la force, cette question de la violence est au cœur de nos sociétés. Et c'est d'autant plus vrai en France, sous la Ve République. Par ailleurs, on ne peut comprendre l'organisation de la Ve République, on ne peut comprendre sa constitution que si on comprend, par exemple, le fait nucléaire. On ne peut comprendre le positionnement du chef de l'État au sein des institutions de la Ve République que si on comprend qu'il est le chef des armées et qu'il a entre les mains, seul, la décision du déclenchement du feu nucléaire. Donc cette façon qu'a eu toute notre société, y compris son intelligentsia, en tout cas ses enseignants, à ne plus jamais vouloir regarder cette question de la force et cette question de la violence, et prétendre qu'on allait s'exonérer définitivement de cette violence parce qu'on la niait, et prétendre qu'il suffisait de dire que nous n'avions plus d'ennemis pour que nous n'ayons aucun ennemi, me paraît aujourd'hui avec le recul stupéfiante, mais à l'époque me gênait considérablement, comme il gênait tous mes camarades qui allaient au combat avec moi. Mais est-ce que, alors, en vous écoutant, je me dis, vous dites stupéfiant. Justement, ça a été un des grands, c'est presque un mot qui a été utilisé. Je me souviens que vendredi matin, dès le vendredi matin, il y avait dans la salle une espèce de grande interrogation. Les gens se disaient, mais pourquoi ce thème de l'ennemi? C'est quand même curieux que le Forum Philo prenne ce thème de l'ennemi cette année. Et il y a un monsieur qui est intervenu, je crois qu'il était par là-bas, et qui a dit, j'ai noté sa question, il a dit, j'appartiens à une génération où on n'avait que des adversaires et pas d'ennemis. Maintenant, on se retrouve comme des spectateurs désemparés devant le retour de l'ennemi. Et il y a une femme aussi qui est intervenue, qui était un peu plus vers la gauche pour nous, qui a dit moi aussi, je suis très surprise. C'est pas du tout ma culture, et je me retrouve complètement stupéfaite et désemparée devant tout ça. Est-ce que c'était un peu le sens de ma question d'avant? Est-ce que quelque part vous-même et d'autres personnes dans l'armée, y compris dans l'état-major, n'ont pas été surprises par le retour réel de la guerre de haute intensité comme on y est maintenant? Quand on vous lit, on se dit ça quasiment. On se dit non. Les armées n'ont pas été surprises, précisément parce que les armées, elles ont fait en permanence l'aller-retour entre des zones de conflit et des confrontations très dures, ignorées des Français et leur société. Et elles se sont battues en permanence pour la préservation de budgets et de modèles d'armées qui permettraient de conduire cette guerre, y compris cette guerre de haute intensité. Elles se sont battues non pas avec un souci de corporatisme, mais simplement parce qu'elles avaient conscience de ce que la guerre était toujours un horizon possible et malheureusement probable. Et que ce qui nous met face à cet horizon probable, ça n'est même pas l'analyse des relations géopolitiques ou de l'évolution de la géopolitique, c'est simplement l'observation de l'augmentation des arsenaux militaires dans le monde. Et il suffit de regarder l'évolution des budgets des grands pays qui nous sont hostiles et qui sont par ailleurs hostiles depuis toujours à cette culture, à cette philosophie à laquelle il ne faut pas que nous renoncions, des démocraties occidentales. Il suffit donc de regarder les stocks d'armes et les stocks de munitions et les évolutions de budget pour se rendre compte que ces gens-là n'allaient pas faire ça pour rien.
et qu'à partir du moment où nous laissions se créer un différentiel très important entre l'effort que eux faisaient et le degré de militarisation de leur société et le degré de performance de leur armée et notre propre capacité à mettre en œuvre la force, eh bien nous créerions à un moment une forme d'opportunité qui leur permettrait de montrer les crocs et de vouloir nous dominer et en tout cas contester notre domination qui par ailleurs est une domination qui s'exerçait dans tous les autres domaines et ça nous paraissait normal. Il nous paraît normal, comme si c'était moral d'ailleurs, que notre morale occidentale s'impose au reste du monde, que notre vision des droits de l'homme s'impose au reste du monde, que notre capacité à édicter la norme de droit international s'impose au reste du monde, que notre capacité à maîtriser la technologie s'impose au reste du monde, que notre maîtrise de l'économie mondiale s'impose au reste du monde. Et nous n'avons pas compris qu'en réalité, ça pouvait être perçu par le reste du monde comme quelque chose d'assez peu acceptable, comme une forme d'impérium ou de domination qui n'était pas acceptable. Ce que je crois, et que dans une forme de naïveté, cette domination dont nous ne mesurions pas d'ailleurs qu'elle était perçue ou qu'elle pouvait être perçue comme agressive par d'autres, parce qu'en toute bonne foi, nous considérions que nous allions amener la paix et le progrès au monde entier. Et donc cette domination dont nous ne mesurions pas qu'elle pouvait être perçue comme agressive, nous a permis de considérer que nous n'avions plus besoin, parce que tout le monde allait admettre que nous avions raison, d'être capables de se battre pour faire valoir ces idées-là, ou au moins pour les défendre. Et donc nous nous sommes désarmés. Mais les armées ont toujours perçu cela, et elles ont perçu cela d'autant plus que nous sommes dans une alliance dans laquelle nous dépendons énormément de l'allié américain, et dont, même si les Européens l'ignoraient, les militaires européens n'ont jamais ignoré qu'en réalité, c'était l'effort de défense consenti de façon continue et considérable par les États-Unis qui, en réalité, assurait encore notre protection. Et donc, nous nous sommes toujours posé cette question d'un pays qui faisait un effort de défense à hauteur de 5% de son PIB, quand nous étions en train de descendre à 1,2 ou 1,3%. Et tous les pays européens comme ça. Donc, il n'y a pas eu de naïveté des militaires. Et encore une fois, il y avait d'autant moins de naïveté qu'il y avait cette prise de conscience régulière à partir du moment où l'armée a été réduite à une armée professionnelle et où tous les gens étaient engagés dans des opérations dures à l'extérieur et de plus en plus dures et avec des pertes. Et donc, aujourd'hui, ce que je crains d'ailleurs, c'est que cette naïveté perdure. C'est-à-dire que tout le monde est effrayé aujourd'hui de voir la guerre revenir sur le sol européen et la guerre venir en Ukraine. Et donc se dit, il faut que nous fassions un effort. Je crains que dès que la guerre en Ukraine se sera gelée, non pas sera terminée, tout le monde remettra la tête dans le sable, immédiatement. Sans mesurer à quel point le différentiel qui est en train de se créer maintenant entre l'appareil industriel et de guerre russe, qui réellement, la Russie est entrée en économie de guerre, et une Europe qui n'est pas rentrée en économie de guerre, quoi qu'on puisse espérer ou en penser, qui par ailleurs a épuisé une bonne partie de ses stocks pour précisément appuyer l'Ukraine, ce différentiel, une fois que la guerre sera congelée, sera une tentation supplémentaire pour la Russie d'aller influer, d'aller combattre nos intérêts, de faire pression sur nous. Ça me paraît évident. Et donc je pense que le lâche soulagement que nous sommes prêts à ressentir dès demain matin, parce qu'on dira ça y est, le front est figé et le combat est arrêté en Ukraine, est un lâche soulagement et une grande bêtise. Alors vous avez parlé de naïveté et de démocratie. Bon, il y a à nouveau aujourd'hui, comme il y a eu au siècle dernier, des régimes qui considèrent justement que toute démocratie est forcément quelque chose de naïf, que ce qui fait un peu la force des démocraties, c'est-à-dire la capacité autocritique, le fait de mettre le doute au cœur de la société, le fait de mettre l'incertitude comme ça au cœur des institutions, désarme complètement d'emblée les démocraties. Donc il y a eu tout un rira bien qui rira le dernier au XXe siècle qui s'est joué et qui revient un petit peu maintenant. Et il y a un auteur qui a beaucoup pensé ça, qui est un grand auteur antitotalitaire que vous citez, qui s'appelle Raymond Aron. Et dans une conférence qu'il avait faite alors qu'il était encore un jeune homme, c'était avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, il avait eu cette formule très frappante. Il avait dit, alors, en 1939, il avait dit « Je crois à la victoire finale des démocraties, mais à une condition, c'est qu'elles le veuillent. » Qu'est-ce qui, dans ce monde-là où les démocraties sont de plus en plus fragilisées, où la démocratie américaine semble fragilisée par elle-même ou par les États-Unis eux-mêmes,
qu'est-ce qui peut garantir ou donner encore l'espoir que Raymond Aron avait raison et que le fait de mettre la vulnérabilité, le doute, l'autocritique, le débat, la discussion au cœur de la société soit non pas une faiblesse, mais une force non seulement intellectuelle et politique, mais même militaire en dernière instance. Il y avait l'idée que même militairement, c'était une force d'être en démocratie. Moi, je pense que il n'y a pas de garantie, malheureusement. J'ai un espoir qui est que le degré de conscience individuelle et de citoyenneté dans les démocraties, et donc de sentiment de responsabilité partagée quant à notre destin commun, responsabilité partagée par chacun des citoyens, doit nous permettre, une fois que nous avons repris le degré de conscience nécessaire, de produire un élan qui est très supérieur à celui qu'on produit dans les dictatures ou dans les régimes autocratiques. Mais il n'y a pas de garantie de cela. C'est un travail constant à faire. C'est un travail qui repose sur chacun de nous, évidemment, qui repose sur vous, les journalistes, qui repose sur les politiques, et qui nécessite tout simplement du courage, qui nécessite de dire les choses et de les regarder en face. Et je pense qu'aujourd'hui, une des principales faiblesses des démocraties, ça n'est pas tant de ne pas être capable de se mettre d'accord ou d'avoir du mal à se mettre d'accord sur des sujets difficiles. Le risque qui menace le plus les démocraties, c'est l'absence de courage. Voilà. Le refus de regarder les choses telles qu'elles sont. Le refus d'être prêt à accepter un sacrifice. Le refus de se dire ce en quoi je crois vaut peut-être que j'aille me battre. Ça nécessite du courage. Donc je ne crois pas que ce soit perdu, mais je pense qu'il faut que nous travaillons tous à ce courage-là. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y parvienne pas, mais en tout cas, il faut s'y atteler tout de suite aujourd'hui. Ensuite, si vous voulez parler de la démocratie américaine, d'abord, elle est très différente de la nôtre. Elle a une conception de l'ennemi qui est très différente de la nôtre. Elle a une conception manichéenne et messianique très différente de la nôtre, et elle s'assume entièrement et sans complexe comme devant être la puissance dominante du monde. Voilà. C'est l'Empire. Ce que disait Védrine, nous sommes tous des citoyens de l'Empire américain. Et donc cet Empire-là n'a jamais renoncé à cela. Aujourd'hui d'ailleurs va contraindre les Européens, qui n'arrivent toujours pas à le faire, à regarder en face avec courage et lucidité les efforts qu'ils doivent faire, parce que les États-Unis sont en train de se tourner vers la Chine. C'est pas un mouvement d'aujourd'hui. Ça a été objectivement cette espèce de conversion qui les a conduits à porter leurs efforts et à porter leurs efforts militaires en particulier, et de plus en plus vers l'Asie et vers la Chine, a été entamée déjà à l'époque de Barack Obama. Donc l'arrivée de M. Trump au pouvoir aux États-Unis ne change pas grand-chose à ce mouvement qui est un mouvement de fond. Et donc ils vont nous laisser seuls face à cette responsabilité. Croyez-moi, ça fait des années que nous le disons, et que dans les armées nous le disons, et que si vous lisez les livres blancs successifs et les revues stratégiques successives, vous verrez cela écrit et présenté. Et qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un tel degré de vassalisation vis-à-vis des États-Unis que nous ne sommes plus capables d'accepter de se retrouver autonomes pour notre propre défense, pour la défense de nos valeurs, qui ne sont pas forcément celles des États-Unis, pour la défense de notre identité, de notre prospérité, et que par ailleurs, nous allons continuer, je le crains fort, à nous soumettre à une sorte de pression américaine, en particulier, qui vont vouloir, en contrepartie de leur présence dans l'OTAN, nous imposer d'acheter leurs armes. Et donc interdire toute forme d'émergence d'une autonomie d'industrie de l'armement européenne, ou en tout cas de la limiter autant que possible. Voilà. Et tout ça n'est évidemment pas neutre. Je me souviens d'avoir, quand j'étais à l'école de guerre, été visité Dassault. Et à l'époque, c'était Charles Edelstein, qui était patron de Dassault, qui nous disait, vous savez, un pays qui maîtrise la capacité à produire un avion de chasse, il maîtrise 13 des 15 technologies de l'avenir. Voilà. Et c'est toujours vrai, parce que et un avion de chasse, si les Européens ne sont plus capables d'en faire un, ça veut dire qu'ils perdent la capacité à maîtriser 13 des 15 technologies de l'avenir. Le travail des États-Unis, à travers la volonté d'exporter le F-35, c'est précisément ce travail qui consiste à dire vous devez vous vassaliser définitivement. Voilà. Merci. Donc, alors, courage et lucidité. Il y a
Bah alors, il y a quelqu'un qui était un grand penseur quelque part, un grand écrivain de la lucidité, qui est un auteur que vous citez d'ailleurs. Il y a une citation de lui en exergue d'un de vos chapitres, qui est un grand auteur chrétien qui s'appelle Georges Bernanos, que j'aime beaucoup aussi. Et en tant que chrétien, c'était un grand clinicien de l'âme humaine, c'est-à-dire qu'il décrivait la part boueuse de l'âme humaine, tout ce qui pouvait ressortir de la lâcheté, de la peur, etc., qui sont des sujets que vous abordez de front dans votre livre. Et à un moment donné, il y a vraiment un passage clé de votre livre où vous racontez l'assaut de ce fameux pont à Sarajevo, qui a été un moment clé de votre itinéraire. Et donc, vous racontez un moment où vous avez un capitaine qui est devant vous, qui compte énormément, qui était quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Non, un lieutenant, puisque c'était vous, le capitaine. Et donc, à un moment donné, il se retourne vers vous, une plaie béante au front, et il s'effondre au sol. Et là, vous racontez, il était mort, du moins en fus-je persuadé aussitôt. Je sentis alors monter en moi une bulle de haine, comme revenu du fond d'un étang de vase, envahi par une fureur qui me portait en avant pour venger les miens. Je ne voulais plus seulement reconquérir le poste, sauver notre honneur, libérer nos otages, prendre notre revanche, je voulais tuer. Alors c'est intéressant parce que c'est cette question de l'ivresse aussi. Et quelqu'un dans la salle est intervenu en disant, la formule était très précise, c'était « Est-ce qu'on peut connaître la sagesse de la paix sans avoir connu l'ivresse de la guerre ?» Donc je vous relance cette question à partir de ce passage-là. C'est toujours très difficile pour moi de parler de ça, c'est pour ça que je l'ai écrit, pour éviter de trop avoir à en parler, mais je vais... Ce qui est terrible dans la guerre et dans le combat, et bien sûr sont deux notions différentes, parce que la guerre est une notion de géopolitique, éventuellement de philosophie, de droit. Le combat, c'est l'expérimentation par l'homme de cette fureur guerrière, voilà, de cette volonté de battre, de combattre, de vaincre, mais aussi de tuer l'autre, que j'ai ressenti particulièrement fort là, parce que j'étais dans une situation, parce que nous étions au corps à corps. Et le corps à corps pose un problème. Vous avez toujours peur quand vous allez au combat. Et il y a plusieurs formes de peur d'ailleurs, et j'essaye de le montrer dans ce livre-là. Mais dans le corps à corps, vous voyez le visage de l'autre. Vous entendez sa respiration. Il est en face de vous. Et ce visage de l'autre vous commande de ne pas le tuer. C'est Emmanuel Lévinas. Et ça, je l'ai ressenti. Et vous ne pouvez, en réalité, surmonter ce tabou, le transgresser, que si vous laissez se développer un flux et un flot de haine et d'animalité en vous qui va vous permettre de ne pas respecter cette injonction qui vous est faite par le visage de l'autre. Et ça, c'est quelque chose de très éprouvant de l'avoir ressenti, de très difficile. D'abord parce qu'on perd beaucoup d'illusions qu'on peut avoir sur soi et qu'en même temps, on accède à une forme de lucidité, de conscience de soi, de son animalité, et qu'il faut accepter malgré tout cela. C'est-à-dire que si vous ne... Je ne sais pas comment expliquer ce paradoxe. Il n'y a rien de plus humain que le combat au corps à corps. Voilà. Parce qu'en face de vous, à toucher, et vous le touchez, vous avez un autre homme. Parce que vous avez son regard. Parce que vous avez son visage. Et que vous devez vous déshumaniser pour parvenir à le tuer. Et qu'en même temps, si vous le tuez de plus loin, vous déshumanisez le combat. Parce que ce qui garantit l'humanisation du combat, même si vous devez accepter cette part d'animalité, ou en tout cas si elle s'impose à vous, si elle monte en vous, en réalité, ce qui existe au même moment, c'est le sentiment du sacrifice que vous acceptez de faire de votre propre vie. C'est-à-dire que vous essayez d'établir une sorte de symétrie déontologique entre le tabou absolu que vous êtes en train de transgresser, donc vous savez que vous ne devriez pas le transgresser, mais vous le transgressez par fonction et par obligation d'État.
et en même temps votre propre vie et le sacrifice de votre propre vie et de la vie des vôtres que vous acceptez de faire. Et donc, le paradoxe est très surprenant, mais je l'assume, de cette animalité qui se réveille en vous, de cette jouissance de tuer, mais aussi de ce que, malgré le fait que vous ayez transgressé le tabou, vous reconnaissiez cet ennemi comme un homme. Et peut-être est-ce cela qui fait qu'ensuite, collectivement, dans ce moment du combat, eh bien, vous arrivez à trouver le ressort d'une maîtrise de cette violence, d'une maîtrise de cette détestation, d'une maîtrise de cette animalité. Voilà. Et est-ce que, à nouveau, la question démocratique ou européenne, etc., se pose? Justement, Ariel Kolonomos, dont vous avez écouté, je crois, l'intervention avant de venir, qui est politiste, a fait une intervention très remarquée, très casse-gueule, comme on dit, très casse-gueule, très périlleuse, où il essayait justement de créer il est parti de la question du visage. Il a cité Emmanuel Levinas comme vous, effectivement, ce philosophe qui fait du rapport au visage la condition de toute humanité, mais aussi de toute politique, de toute promesse possible. Et il disait, mais qu'est-ce qui se passe quand une armée est forte, quand il y a une dissymétrie, quand une armée se réclame de la démocratie, des lois de la guerre, et qu'elle a face à elle un ennemi qui, lui, c'est pas qu'il enfreint les lois de la guerre, c'est qu'il les nie totalement, qu'il ne se réclame pas du tout des mêmes valeurs, pas du tout des lois de la guerre, que donc le cadre n'est pas du tout le même. Et qu'est-ce qui se passe quand une armée commence à se barbariser et à détruire et à ne plus respecter, parce qu'il disait il y a deux règles, la règle de distinction et la règle de proportionnalité. Et donc, c'est-à-dire, il faut d'abord dire je vise les civils, les militaires, pardon, je vise pas les civils, je vise les militaires, les combattants. Ensuite, j'ai ce calcul de, il faut que je puisse, si je touche des civils, je puisse argumenter en disant, voilà, je mets en balance dans un calcul épouvantable le nombre de morts civiles et l'avantage militaire que je vais en avoir de cette action et que je peux justifier parce que il y a un but, etc. Comment, là je parle vraiment des démocraties, comment une armée démocratique prise dans ce genre de cadre peut ne pas perdre son âme et respecter toutes ces lois de la guerre, etc. Dans ce genre de conflits dissymétriques qui sont de plus en plus fréquents. Alors je pense qu'il y a qu'une possibilité de le faire, c'est les regards croisés. Voilà. C'est-à-dire que, et les regards croisés, ça veut dire que d'abord on forme les gens à l'éthique, on les forme au droit. Les soldats qui sont ici du 2e régiment d'infanterie de marine d'Auvour, on leur donne des cours et quand ils partent en opération extérieure, on leur rappelle ce que c'est que le droit de la guerre et le droit dans la guerre. On leur fixe des règles de comportement qui sont très strictes. On leur rappelle comment ils doivent traiter un prisonnier, comment ils doivent se comporter vis-à-vis d'un ennemi. Et toutes ces règles forment un code qui est imposé aux gens et sur lequel ils doivent réfléchir. Donc il y a une éducation des gens qui est faite, qu'on n'imagine pas d'ailleurs, parce que comme notre société a décidé d'ignorer les armées, elle ignore complètement ce qui se passe au sein des armées. Et elle a trop souvent la vision de brutes pas trop évoluées, très disciplinés, braillards et facilement ivrognes, qui vont faire n'importe quoi. La réalité, c'est pas ça du tout. C'est que toutes ces opérations, elles sont préparées en amont avec toute une hiérarchie, et une hiérarchie qui va du colonel au caporal d'ailleurs, hein, qui réfléchit à ces sujets-là avant de partir en opération et qui réfléchit pendant la formation, etc. Donc l'éducation est très importante. Ensuite, une fois qu'on a tous acquis un socle commun de référence et un code collectif, qui nous est rappelé en plus par les règles d'engagement qui sont les nôtres quand nous partons en opération, eh bien, c'est le regard des uns sur les autres qui va permettre de se maintenir, de faire en sorte que si vous n'arrivez pas à vous empêcher tout seul, le regard de l'autre vous rappelle que vous devez vous empêcher. Et puis enfin, je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est le travail des journalistes. Précisément en démocratie, vous travaillez sous le regard de vos concitoyens. Vous travaillez sous le regard des gens qui sont là pour rendre compte de vos actions. Avec un risque d'ailleurs, le risque de l'émotion, qui peut par ailleurs troubler la vision que vous avez des choses. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est que dans nos opérations, alors que nous avions ces codes qui permettaient de conserver le respect du droit dans la guerre,
alors que par ailleurs nous étions entre nous et que l'estime que vous portent vos camarades, elle repose aussi sur votre humanité et sur votre respectabilité, et que vous ne voulez pas perdre cette estime de vos camarades parce qu'elle est essentielle, eh bien nous pouvions collectivement être poussés par l'indignation de nos concitoyens, qui s'intéressaient finalement assez peu aux armées, sauf quand il s'agissait d'une grande cause qui scandalisait, qui indignait, qui mettait les gens dans un esprit de résistance contre l'horreur. Bon. Et en particulier au Rwanda, c'était ça. Au Rwanda, et parce que les gens, quand dans nos sociétés, ils s'intéressent aux conflits armés qui sont conduits à l'extérieur, les gens sont forcément portés à avoir une vision extrêmement manichéenne. Il y a forcément le bien et le mal, il y a forcément le gentil et le méchant. Et quand vous êtes soldat sur le terrain, vous voyez bien que les choses ne sont pas si simples que ça. Vous avez des gentils qui sont de pures ordures, et c'était vrai à Sarajevo comme ça a été vrai au Rwanda, comme partout. Et puis vous avez des méchants qui sont finalement des hommes pris dans un engrenage et qui sont là parce qu'ils se battent. Mais il n'y a pas de gentils et de méchants. Sauf que votre société vous dit, vous êtes là pour porter notre indignation collective. Et donc, oui, je vous héroïse, alors que jusqu'à présent, d'ailleurs, vous, soldats, je vous considérais assez peu, je vous héroïse parce que vous êtes en train de porter mon indignation. Et en particulier au Rwanda, où la cause est entendue, nous étions là pour sauver les Tutsis. Mais ça pouvait nous pousser aussi à des comportements inadmissibles vis-à-vis des Hutus, et des pires des Hutus, qui étaient les miliciens qui massacraient les Tutsis, parce que l'indignation collective qui les désignait comme l'incarnation du mal, comme Hitler revenu sur Terre, aurait pu nous pousser à ne pas nous embarrasser, et pouvait nous pousser à ne pas nous embarrasser de scrupules. Et c'était même plus un ennemi que nous avions, c'était l'incarnation de ce mal. Et quand, c'est ce que je raconte, vous faites des choses qui vous bouleversent, et là en l'occurrence, l'anecdote que je raconte, c'est le fait que nous ayons découvert un charnier d'enfants et qu'il nous a fallu déterrer ces enfants qui étaient des bébés en fait, pour recreuser le sol et les réenterrer plus profondément, et qu'on y a passé une journée complète. Le lendemain de ça, on nous a mis entre les mains quelqu'un qui était désigné comme ce milicien. Évidemment, vous êtes déréglé, parce que non seulement l'horreur de ce que vous avez vu, y compris la veille, et que vous avez dû traiter, mais en plus le fait que la population entière autour de vous vous désigne ce type comme un Itaramoué, vous êtes tenté à ce moment-là, de ne pas respecter vos règles de comportement, de ne pas respecter votre éthique d'occidental. Et le pire, c'est que vous êtes poussé par toute votre société pour ça. J'ai raconté cette anecdote, et c'est ce que je dis dans le livre, un jour à la Sorbonne, lors d'un colloque éducation-défense, où il y avait que des civils et des profs et des étudiants, grand amphithéâtre de la Sorbonne. Et quand j'ai dit que nous avons été tentés de torturer objectivement, on avait commencé à le torturer. Il y a une façon, il était nu, en plein soleil, on lui avait rien donné à boire ni à manger, etc. Et que nous avons été tentés de l'achever, j'ai senti que les gens dans la salle étaient finalement assez d'accord avec le fait qu'il aurait fallu le tuer. Et donc c'était nous qui étions devenus la conscience, parce que nous avons résisté à cette tentation, de toute notre société, de toute notre opinion publique. Voilà. Donc les démocraties, elles peuvent faire la guerre en respectant le droit de la guerre, en respectant leur dignité, si elles ont des soldats qui sont très conscients de ce qu'ils sont là pour combattre, mais qu'ils sont là aussi pour défendre des valeurs, et qu'ils incarnent ces valeurs par leur comportement, par leur façon d'être, par leur façon même de combattre. Par cette façon qu'a l'armée française en particulier de systématiquement rechercher la stricte proportionnalité dans l'emploi de la force. Et donc ces démocraties, elles peuvent être sauvées dans la guerre par l'attitude de leurs soldats, par l'attitude de ceux qui rapportent cela, qui sont les journalistes, qui doivent informer, mais informer le mieux possible, et puis par l'attitude de chacun des citoyens qui doit surtout se garder d'un sentiment d'indignation facile, de mettre la main sur la poitrine et avec un grand souci de moralité, de décréter le bien et le mal. Les choses sont toujours complexes dans la guerre, il faut être capable de l'entendre. Voilà. Et les démocraties ne doivent pas se perdre au prétexte qu'un combat leur permettrait à ce point moral qu'il justifierait toutes les formes de déviation.
Mais vous voyez, quand je vous demande comment les démocraties peuvent respecter les règles morales en question ou l'éthique en question, vous dites, vous avez répondu tout de suite par la question du regard, le motif du regard, qui est effectivement très présent dans le livre. Et aussi le regard des subordonnés, vous dites que le courage c'est quelque chose de collectif et que le courage on le trouve essentiellement dans le regard de ses camarades, etc. Mais une des questions, c'est que vous-même, vous avez été amené en tant que chef d'état-major à commander des drones et que la question des drones a été très présente aussi pendant tout ce forum, ce matin même encore. Et de fait, le regard se perd avec les drones, notamment, pas qu'avec les drones, mais avec les drones, de plus en plus, il y a cette idée qu'on peut appuyer sur un bouton à 10 000 km et éliminer un ennemi ou écraser sous les bombes un immeuble entier. Donc, et là, à nouveau, parce qu'il y a tellement de gens sur les réseaux sociaux, ou même parfois dans cette salle ou ailleurs, qui considèrent qu'il n'y a pas de différence entre démocratie et dictature, et que tout le monde se comporte de la même manière, et que tout ça, c'est du flanc, du vent. Qu'est-ce que vous avez à répondre sur ce point-là? Par exemple, est-ce qu'il y a un usage démocratique? Est-ce que cette éthique, qui donc repose, disiez-vous, sur la question du regard, peut encore être mise en œuvre et en action avec des drones? C'est une question centrale. Parce que, je vous le disais, en fait, ce qui humanise la guerre, c'est le regard, c'est le face-à-face. Le paradoxe, c'est que cette humanisation du combat va vous pousser à aller rechercher en vous des ressources d'animalité qui sont abjectes pour pouvoir malgré tout transgresser le tabou absolu. Et que, Dieu merci, le regard de vos hommes peut vous ramener à une humanité, mais que la tentation de la technicisation de la guerre est sans doute la pire des choses. Et la technicisation de la guerre, elle se fait par la perte du regard, elle se fait par la distance aussi, tout simplement. Vous savez que dès l'époque médiévale, on se posait la question de cette distance. Parce que la distance, je vous le disais, elle exonère du risque que vous courez vous-même d'offrir votre vie. Et le risque, forcément, va limiter le déchaînement de violence. Il va le limiter parce que vous vous exposez, donc vous allez essayer de vous exposer moins souvent possible. Et puis parce que vous vous identifiez aussi à votre ennemi. Voilà. Et que donc vous allez essayer de tuer le moins possible et de façon la moins barbare possible. Et dès le Moyen-Âge, il y avait dans les gens qui réfléchissaient sur les lois de la guerre, l'idée qu'il fallait interdire les arcs et les flèches. Parce que c'était un moyen de tuer à distance qui précisément allait contre les règles de l'honneur du combat chevaleresque qui opposait un homme à un homme et qui exposait l'homme au moment où il allait prendre la vie de l'autre. Et donc cette question, elle est très très ancienne et elle a pris une nouvelle dimension aujourd'hui parce que non seulement il y a la distance qui déshumanise l'autre, il y a les écrans interposés, et puis il y a les robots, et puis maintenant il y a l'intelligence artificielle. Et déjà avoir des pilotes de drones qui vont être capables de déclencher le feu de drone à des milliers de kilomètres de distance pose vraiment le problème de la déconnexion avec la réalité de ce qu'on fait. On virtualise l'acte de tuer. En le technicisant, on le virtualise. Et donc, s'il est virtualisé, il n'y a plus aucune limite. Parce que vous n'avez même pas la haine qui vous envahit, vous n'avez même pas le sentiment de cette animalité, vous avez complètement virtualisé les choses. Mais en plus, et si vous voulez, pour lutter contre ça, qui est un sujet très identifié dans les armées démocratiques, mais en particulier dans l'armée française, comme l'armée britannique, elle a cette grande qualité que c'est une armée qui a continué à combattre et qui a continué à accepter de s'imposer le combat. Voilà, ce qui n'est pas le cas de l'armée allemande ou de beaucoup d'armées. Et donc elle a continué de se confronter à cette difficulté-là, de donner la mort. Mais dans l'armée française, par exemple, contrairement à l'armée américaine, nous avons décidé d'installer les pilotes de drones sur le théâtre d'opération où ils les mettaient en œuvre. Alors qu'on aurait très bien pu dire, nos pilotes de drones vont piloter les drones depuis Lyon, où est installé le centre de conduite des opérations aériennes. Et on pouvait très bien faire marcher des drones et tuer des gens. Moi, j'ai vu des images terribles de pilotes de drones américains qui étaient installés aux Émirats Arabes Unis ou d'autres qui sont installés au sud des États-Unis. Et vous voyez le type devant un écran qui fait avancer son drone, qui en plus est de nuit, des images infrarouges, et on voit une patrouille ennemie qui est en train de progresser le long d'un chemin, et il déclenche le tir de son drone. Et on voit
à l'écran, à l'infrarouge, les impacts au sol, on voit les silhouettes qui tombent, et puis ensuite il refait une passe de drone, il y a des gens qui sont laissés cacher, il va les rechercher sous des arbres, il les retraite une deuxième fois, et puis ensuite il refait un tour, une passe de drone, et on voit des corps qui sont en train de ramper pour essayer d'échapper à la mort, et il les traite une troisième fois, voilà. Et lui, il fait ça comme ça, quoi. C'est effroyable. Donc le fait de dire, d'abord on peut mettre en place des moyens pour vérifier que c'est bien l'ennemi, etc. Mais en plus, on met les gens non pas à des milliers de kilomètres de distance, mais on les rapproche du théâtre d'opération où ils agissent, pour qu'ils soient conscients de la guerre, pour qu'ils vivent au rythme des activités de l'état-major, pour qu'ils vivent au rythme des autres soldats qui ne sont pas pilotes de drone et qui, eux, ne virtualisent pas l'ennemi. Mais ça n'est sans doute pas suffisant. Et ensuite, aujourd'hui, il y a un nouveau problème qui est le problème de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a forcément toujours un homme dans la boucle. À partir du moment où c'est une intelligence artificielle et un drone qui est en train d'agir en maraude, c'est-à-dire que vous le positionnez au-dessus d'un théâtre d'opération ou au-dessus d'un champ de bataille, et c'est lui tout seul qui, grâce à son intelligence artificielle, détermine les cibles et les traite, ce n'est même plus la virtualisation de la guerre, c'est que vous avez renoncé à toute présence humaine dans la guerre et à tout contrôle, et c'est la pire des choses. Donc c'est un sujet auquel nous réfléchissons beaucoup. Madame Parly, quand elle était ministre, a créé un comité d'éthique avec un certain nombre de personnalités éminentes qui, à chaque fois que de nouvelles armes ou de nouvelles techniques arrivent, posent des questions de la robotisation, posent la question de l'artificialisation du combattant, etc. Le combattant augmenté, toutes ces choses-là, et place des limites et fait des préconisations pour qu'on garantisse que la guerre reste quelque chose d'humain. Et je pense qu'effectivement, c'est effrayant. Mais ceci étant, les États-Unis ont une pratique complètement différente, et surtout une philosophie très différente de la France et des démocraties européennes. Il faut bien comprendre que les États-Unis est une démocratie, vous l'avez dit, mais c'est une démocratie dont l'acte de naissance est la guerre de sécession. Ça nous renvoie à l'ennemi, c'est-à-dire fondé sur la violence et sur le messianisme et sur l'éradication de l'ennemi. C'est les colonnes de Sherman qui vont éradiquer la civilisation du Sud. Voilà. Et chaque fois que j'ai travaillé avec des Américains, et ils ont des officiers remarquables, au départ, il y a toujours cette idée qui est « je vais éradiquer l'ennemi ». On n'éradique pas un ennemi, on le combat pour essayer de rétablir des conditions d'équilibre en notre faveur qui permettront ensuite de faire la paix avec lui, de passer un accord avec lui. On ne prétend pas l'éradiquer. Je vais vous poser une toute dernière question, parce que je voudrais qu'on passe la parole à la salle. Tout à l'heure, vous parliez de toutes les ressources qui se déclenchent quand on inhumaines ou bestiales qui se déclenchent quand on est dans le corps à corps et qu'on va à l'assaut. Et vous disiez, il faut avoir une motivation et être au service d'une cause qu'on pense sacrée. Il y a un passage dans votre livre qui est frappant de ce point de vue. Vous dites, puisque nous devons tuer de manière délibérée, il faut que ce soit pour une cause sacrée, celle que nous invoquerons quand les fantômes de nos ennemis viendront hanter nos nuits, celle transcendante qui nous retiendra lorsque nous serons aspirés par la jouissance de tuer par vengeance. Un soldat ne peut avoir qu'une cause sacrée, et il ne peut pas s'agir du triomphe de la démocratie ou du rétablissement du droit. Il ne peut même pas s'agir de la lutte contre le terrorisme. Nous ne pouvons tuer que pour la France, tuer en son nom, sans la salir. Et là, c'est intéressant quand même, parce que vous disiez vous-même que la France, comme dans le cas de l'Europe, dans le cas de l'OTAN, tout ça, on est très sous le parapluie, enfin sous la protection des Américains. Donc il y a quand même l'idée qu'il y a les États-Unis, puis il y a quand même l'Europe, puis ensuite il y a la France. Et en même temps, un soldat français ne peut tuer que pour la France. Mais alors, si la cause sacrée, c'est très frappant, c'est la France. C'est quoi la France? C'est-à-dire, en fait, je citais Bernanos tout à l'heure, qui vous tient à cœur apparemment aussi. Bernanos qui était de culture maurassienne, monarchiste, catholique. Après la guerre, il a fait des textes, donc il était à l'origine très anti-lumière, anti-démocrate, etc. Et puis après la guerre, il a des textes assez beaux où il finit par considérer que la France des Lumières est le prolongement d'une aventure spirituelle qui est la France chrétienne. Et donc que la France démocratique vaut le coup aussi d'être défendue comme la France chrétienne. Mais voilà, si les soldats français, à vos yeux, ne peuvent tuer que pour la France, quand vous dites que la cause sacrée c'est la France, vous mettez quoi derrière ce mot? C'est une question simple.
pour finir. Oui, c'est très simple. C'est une question conclusive. Merci beaucoup. Moi, j'ai une vision très renanienne de la France. Voilà. C'est le discours sur la nation que tout le monde connaît, qui est magnifique. Voilà. Et ça fait référence à un peu ce que vous dites et ce que Bernanos dit. Voilà, c'est une continuité. Alors, même si la réponse que je vais vous donner peut vous paraître simple, ensuite, elle appelle plein de débats en permanence. Et avant de faire cette réponse, je veux dire que je ne connais pas d'opération dans laquelle j'ai été engagé ou d'opération que dont j'ai été contrôlé le déroulement quand j'étais chef d'état-major des armées, que ce soit en Irak, en Syrie, où étaient nos forces spéciales, ou en Jordanie, ou dans le Sahel, dans tous les pays du Sahel où nous étions engagés. C'est une question qui est tout le temps posée et qui était posée au chef d'état-major des armées quand il venait. Quelle est la légitimité de notre cause? Pourquoi prenons-nous le risque de devoir tuer quelqu'un au prix de notre propre vie? Et la réponse n'est jamais simple. Et elle fait toujours débat, et je pense que c'est le débat qui est important. C'est que les gens ne pensent pas qu'il y a une cause qui s'impose de façon automatique et facile. La cause, elle est en permanence questionnée, interrogée. Et pour moi, la cause, et alors pardonnez-moi, c'est très prétentieux, mais la France, c'est une forme d'incarnation d'un principe que je trouve extraordinaire, qui est le respect de la dignité de l'homme. Et ça me paraît être une belle cause, et ça me paraît être une belle définition de ce qu'est la France. Voilà. Oui, mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, Bernanos, à nouveau, disait « L'histoire de mon pays a été faite par des hommes qui croyaient à la vocation spirituelle de la France. » Donc finalement, ça dit ce que vous dites là. C'est-à-dire que pour vous, la vocation spirituelle de la France, c'est la défense de l'idée de dignité humaine. Oui, s'il y a une vocation spirituelle à la France, c'est ce qui fait qu'à mon avis, la France pourra continuer d'exister demain, c'est si elle ne renonce pas, si elle ne trahit pas cette cause du respect de la dignité de l'être humain. J'en suis persuadé. Je me souviens d'avoir lu, quand j'étais jeune lieutenant, ce livre de Jacqueline de Romilly, « Pourquoi la Grèce ?» Et la réponse, c'est la Grèce parce que l'homme. Voilà. Ben, nous sommes héritiers de ça quand même. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors...